raconte. Christophe Ondelatte. C'est une peur que tous ceux qui ont pris le train ou le métro connaissent. La peur de ce qu'on appelle les pousseurs. Des gens qui vous poussent sur la voie au moment où le train arrive. C'est ce qui se passe en février 2019 à la station du métro Saint-Lazare à Paris. Une femme est là, sur le quai. Elle est très agitée, l'air d'une folle dingue. Et soudain, au moment où le métro entre dans la station, elle pousse une femme sur les rails. Cette pousseuse s'appelle Gertrude Eog. Ouvrons ensemble la code B de son dossier d'instruction. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Côte B sur Europe 1. « 27 février 2019, 13h05. Sur le quai de la station Saint-Lazare à Paris, Gertrude Eog, 43 ans, attend la ligne 12 du métro en direction mairie d'ici. Elle est assise, elle vocifère, elle insulte les autres passagers qui patientent. Gertrude Eog est complètement saoule, défoncée au crâne. Et là, d'un coup, elle bondit et elle pousse une femme sur les rails. Miraculeusement, le conducteur arrive à stopper la rame à 2 mètres de la femme tombée sur la voie. Gertrude Eog est accusée de tentative de meurtre. Au commissariat, Virginie, la victime de Gertrude Eog, raconte son agression. Elle est complètement traumatisée. J'avais remarqué cette femme. Elle était très agitée sur le quai. Elle parlait toute seule, dans le vide, en regardant droit devant elle. Et elle devenait de plus en plus agitée. Alors instinctivement, je me suis éloigné d'elle. Je la surveillais du coin de l'œil. Et puis j'ai entendu le train qui arrivait, donc j'allais dans sa direction. Et dans mon dos, j'ai senti l'ombre de cette femme. Et puis elle a bondi vers moi. Je me suis retourné. J'étais face à elle. Et c'est là qu'elle m'a poussé avec ses 2 mains sur mon torse. Elle m'a regardé dans les yeux. Je suis tombé sur le dos, sur les rails. Elle me regardait comme un prédateur. C'est le quai de métro que j'emprunte moi tous les jours, en gare de Saint-Lazare, ligne 12, en direction de Méridici, du sud de Paris. Fares Edel, avocat de Gertrude Eog. Je prends ce métro tous les jours, donc quand ça sort dans la presse, je me dis, oula, quelqu'un s'est fait pousser sur les rails, sur le quai de métro que j'emprunte moi-même aujourd'hui. Donc quand j'apprends ensuite que je vais la défendre et la rencontrer, j'ai une forme d'appréhension nécessairement en me disant, tiens, ça fait écho à mon vécu, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on intervient dans un dossier. Je rencontre Gertrude dans les geôles du tribunal. Je la rencontre dans un box. Je rencontre une femme qui en impose physiquement, qui occupe un banc sur lequel elle est affalée et qui a les yeux fermés. J'essaie d'avoir un échange avec elle qui est compliqué au départ. Les minutes aidant, elle finit par s'ouvrir un peu. Elle me parle, elle revient sur ce qui lui est reproché et elle fixait le sol, mais avec le regard complètement fermé, les yeux clos. Et donc au bout d'une dizaine ou une quinzaine de minutes, je me souviens, je lui dis « Madame Eog, vous pouvez me regarder lorsque on échange ? Est-ce que vous pouvez le faire ?» Et elle me dit non, parce que si j'ouvre les yeux, ma tête va exploser et ça risquerait de vous salir. » Et je me souviens très bien m'être fait la réflexion à ce moment-là, de me dire que non seulement le dossier n'allait pas être facile, mais que j'avais en face de moi quelqu'un qui, manifestement, était très perturbé. Code B 135. Expertise psychologique de Catherine Légatu. Gertrude Eog, 43 ans, est incarcérée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. De taille moyenne et de forte corpulence, elle coopère et présente une grande fatigabilité. Elle manifeste une détresse, voire un ralentissement psychomoteur. Elle a des difficultés à soutenir le regard. Elle nous dit
Je ne regarde pas, car c'est plus facile de parler comme ça. Je me trouve nul. C'est pour ça que je baisse le regard. Je me sens toujours en dessous de tout le monde. En tant qu'avocat, on se demande comment on va pouvoir intervenir dans ces conditions. Alors, c'est une personne en situation irrégulière qui est SDF, ou en tout cas qui a un domicile qui varie et qui change beaucoup, et des faits d'une gravité certaine qui lui sont reprochés. Donc, au départ de cette affaire, l'objectif, c'est de lui dire qu'elle a manifestement besoin de repos, qu'elle a besoin de soins, d'être prise en charge. Et donc, la première défense que nous mettons en place, c'est celle de dire au juge d'instruction qu'il est absolument nécessaire qu'une expertise psychiatrique intervienne le plus rapidement possible pour que soient mis des mots médicaux sur ce qui apparaît et ce qui ressort déjà du dossier et de ma rencontre avec elle. Code B198. Expertise psychiatrique du docteur Magali Baudon-Bruzel. Gertrude Ehaug estime qu'elle est une personne gentille et très sociable. Elle est méfiante même si elle essaie de faire attention aux situations. Elle nous dit « J'ai été trop déçue, on m'a trop trahi, je me suis fait avoir ». On relève une immaturité psychique, des éléments d'abandonnisme, des aspects dépressifs suicidaires et une dépendance aux toxiques, ce qui fait clairement évoquer un diagnostic de personnalité borderline. Elle-même, c'est quelqu'un qui se fait du mal. Docteur Magali Baudon-Bruzel, experte psychiatre. De toute façon, le diagnostic de personnalité borderline, il vient rapidement dans ma tête. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'immature au plan psycho-affectif, qui ont des trajectoires souvent extrêmement difficiles, qui sont très psychodépendants, qui ont recours souvent au toxique et à l'alcool. Et elle, on voit qu'elle est, je dis pas dans un état de clochardisation, mais quand même pas très loin. Hein. Elle a une estime d'elle-même catastrophique, et c'est pour ça qu'elle peut se faire du mal à elle-même, puisqu'elle ne vaut rien. Donc, c'est cette personne-là maintenant que je comprends, que je connais un peu mieux, et je lui dis, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors elle me raconte, et moi c'est vrai que j'aime bien me faire raconter les faits, je veux voir le film, j'essaie de voir ce qui s'est passé, je veux voir le déroulement pour voir le personnage évoluer et qu'il me dise comment c'est dans sa tête pour que moi je comprenne. Et tant que j'ai pas compris, je pose les questions. Docteur, j'étais dans le métro sur le quai, je commencerai à boire. Puis j'ai vu un pote, et on a fumé du crack, et le problème c'est que quand je fume, ça me rend paranoïaque. J'ai vu des bêtes sur moi, je sais pas si je voulais me suicider ou quoi. Alors j'ai poussé cette femme, mais je voulais pas la tuer. Je me souviens même pas de son visage, la pauvre. Un jeune homme présent sur le quai va tout de suite réagir, il va saisir le bras de cette jeune femme qui est tombée sur les rails. Plusieurs personnes présentes sur le quai vont faire des gestes dans tous les sens pour signifier au conducteur de métro de s'arrêter. Et fort heureusement, le métro va s'arrêter à 2 mètres, pas plus, de cette jeune femme. Le 27 février 2019 à 20h10, le policier qui interroge Gertrude Ehaug en garde à vue lui demande si elle se rend compte qu'elle a tenté de tuer quelqu'un. Oh, j'ai pas voulu la tuer, cette âme. Oh, j'aimerais que le juge il me donne une seconde chance. Je regrette ce que j'ai fait. Je viens d'être placé dans un centre de réinsertion d'urgence. J'ai fait toutes mes démarches pour avancer. Je veux pas qu'on me freine. Je veux aller de l'avant. Gertrude Ehaug est camerounaise. Elle vit clandestinement en France depuis ses 8 ans. Elle n'a jamais été régularisée. Et sa vie est marquée par les drames. J'aime bien, quand je vois arriver la personne, je mets en gros tout ce qui me passe par la tête de mon ressenti. Docteur Magali Baudon-Bruzel, experte psychiatre. J'ai noté femme obèse, essoufflée, inadaptée. Elle a un décolleté qui est inadapté. Elle dit qu'elle n'était pas bien au moment des faits, donc elle dit ça d'emblée, et que mon rapport sera important. Bon, je mets pas bête, voix éraillée. J'ai mis 2 fois que la voix éraillée, donc ça m'a
Ça m'a frappé. Quelqu'un, donc, en gros, que je ressens abîmé, fatigué, un peu inadapté dans sa présentation, que je trouve d'un contact pas antipathique. Et donc, je commence à lui poser toutes les questions. Et donc, elle se met à me raconter son histoire. Je suis né à Douala, au Cameroun. Ma mère, elle avait 14 ans quand elle a accouché. Je viens d'un viol. C'est un type en boîte de nuit qui l'a violée et ma mère, bon, finalement, elle est restée avec lui. Mais après, c'est mes grands-parents paternels, ils se sont occupés de moi. Et à 8 ans, je suis arrivé en France pour rejoindre ma mère. Et c'est là que moi aussi, je me suis fait violer par mon père pendant des mois et des mois. En France, elle va rencontrer pour la première fois de sa vie son père, Fares Edel, avocat de Gertrude Haug. qu'elle ne connaît pas, avec qui elle va être installée à côté de Châtelet, dans un appartement constitué par plusieurs chambres de bonne. Et très rapidement, ça va être l'enfer, puisque son père va constater qu'elle est jeune, certes, mais comme elle le dira, elle est déjà formée. Et donc, il va la violer à de nombreuses reprises pendant plusieurs mois. Accompagner ces viols de violence, il va la frapper pour lui intimer de se taire alors qu'il la viole. Il va la frapper de manière totalement gratuite par ailleurs, même sans autres violences sexuelles. Et il va faire subir ce calvaire non seulement à Gertrude, mais également à sa mère, qui subira ses coups, puisque Gertrude confiera à plusieurs reprises pendant la procédure qu'aussi loin qu'elle se souvienne, elle se souvient de sa mère sans dents, puisque son père lui avait arraché à coups de poing les unes après les autres. Code B 164. Enquête de personnalité de Justine Maire. Un jour, une institutrice voit du sang couler sous la jupe de la petite Gertrude, trop jeune pour avoir ses règles. L'oncle de l'enfant et l'enseignante préviennent la police. Le père de Gertrude est incarcéré et condamné à 10 ans de prison pour viol sur mineur. Elle va immédiatement être protégée, elle va être placée sous la responsabilité de ce qu'on appelait à l'époque la DAS, et ses parents vont être mis en détention. Sa mère va être, elle, placée en détention provisoire pendant 6 mois, donc elles vont être immédiatement séparées. Sa mère finira par bénéficier d'un non-lieu dans cette affaire, mais le mal aura été déjà fait puisque la séparation aura été actée à ce moment-là. À partir du moment où Gertrude va dénoncer son père, le chaos va s'ouvrir dans tous les sens du terme. Pour elle, la cellule familiale qui tenait pas à grand-chose va encore plus exploser à ce moment-là. Et ce qui est terrible, c'est que c'est quelque chose que ne va jamais se pardonner Gertrude. Elle va dire qu'elle regrette d'avoir dénoncé son père, puisqu'elle estime qu'à partir du moment où elle a dénoncé ses viols, plus rien dans sa vie n'aura fonctionné. Et que c'est ça qui va être à l'origine de ses placements successifs et de sa rencontre un peu plus tard avec le monde de la rue. Après son placement à la DAS, elle va aller de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil, qu'elle ne va jamais véritablement y trouver son compte ni y trouver le bonheur, et que donc, dès lors qu'elle a eu 16-17 ans, sa première envie a été de fuguer et de prendre une forme d'indépendance. Le problème, c'est que elle va expliquer que à 16-17 ans, elle en fait déjà 24-25, et que elle va rencontrer des hommes, dont l'un avec qui elle va avoir une relation sentimentale, qui est toxicomane, qui est alcoolique, et qui immédiatement va la faire entrer, elle, dans cette prise de toxique et ses addictions. Pendant plusieurs années, sa vie s'est résumée à prison héroïne, prison cocaïne, prison crack, héroïne, cocaïne, cocaïne, crack. Docteur, ma vie, elle a été foutue en l'air pour la drogue. C'est un cercle dont on sort jamais, vous savez. On m'a arrêté pour des vols, je prenais des sacs pour acheter de la drogue, du crack. Je suis allé 4 fois à la prison. La première fois, j'avais 16 ans. Je vais lui poser la question des toxiques et de l'alcool, mais déjà je l'ai pressenti. Elle a la voix éraillée, elle vit chez Emmaüs. Alors j'ai une idée de ce qu'elle va me sortir.
Et évidemment, elle me dit qu'elle fume 1 ou 2 paquets par jour. Très bien. L'alcool, elle me dit énormément, 15 canettes de bière par jour, tous les jours de la semaine, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. C'est évidemment catastrophique. Et la drogue, donc, alors le pire, c'est-à-dire du crack, je prends pour 200 €, je fume tout ça, ça me fait entendre des voix, quelqu'un me poursuit, je vois le mal partout. Donc là, j'ai déjà une idée quand même de ce qu'elle peut vivre au plan psychique. Je vois des choses qui se transforment, un être humain qui se transforme. Voilà, elle prend aussi du Subutex, c'est un traitement de substitution aux opiacés. Et effectivement, elle me dit que elle prend de l'héroïne aussi. Elle me dit même j'adore ça, ce qui est pas si fréquent, de spontanément dire son plaisir à prendre des toxiques. Code B243. Expertise psychiatrique des docteurs Prosper et Zaguré. Gertrude Eog a eu plusieurs aventures plus ou moins désirées avec des hommes dont sont issus 4 enfants nés de viol par les 2 pères. Elle nous dit « J'ai 2 jumeaux et 2 jumelles de 24 et 22 ans. Tous ont été placés. Leur père les voit. Ils sont indépendants aujourd'hui. Ça m'arrive de les croiser, mais c'est trop dur d'en parler. J'arrête. » Elle a des enfants qui sont des majeurs maintenant. Elle a peut-être beaucoup de choses à dire sur son lien à l'autre et sur la question d'être fille de ses parents et mère de ses enfants. Je le comprends bien au plan psychopathologique que c'est pas simple puisqu'elle a été violée par son père donc et qu'elle a réussi à le dénoncer et que donc il a été en prison. Je comprends bien que la question d'être la fille de ses parents n'est pas simple et que la question d'être mère de ses enfants ne l'est pas non plus. Le lien à l'autre est d'emblée extrêmement difficile à construire, puisque c'est un autre qui n'est pas fiable, les parents. À chaque fois que le sujet de ces enfants est abordé, que ce soit avec moi ou avec les enquêteurs de personnalité, les magistrats, elle va être extrêmement pudique. Elle va même se refuser d'en parler tout court en disant qu'elle ne veut pas en parler, alors même qu'évidemment c'est quelque chose forcément de très fort dans sa vie, et alors même qu'on sait qu'elle a gardé contact, parfois de près, parfois de loin, avec ses jumeaux, et que ces naissances ne sont pas anodines pour elle. Mais elle refuse d'en parler, et on sait qu'elle a confié rapidement la garde de ses jumeaux à leur père, estimant qu'il était mieux placé qu'elle pour s'en occuper et que, compte tenu de la vie qui était la sienne dans la rue, elle pensait ne pas pouvoir être une bonne mère. Et donc elle avait évidemment peur de reproduire, d'une manière ou d'une autre, ce qu'elle avait elle-même subi. Docteur Magali Baudon-Bruzel, experte psychiatre. Moi, mon travail, c'est de faire un diagnostic et de voir si les faits sont en lien avec les troubles mentaux et lesquels. Je vais avoir beaucoup de questions à lui poser encore. J'ai beaucoup de choses à lui dire. Je sais pas ce qui s'est passé, moi, au moment de fait. Je le sais toujours pas, moi, à ce moment-là. Je pars à la découverte, Je sais pas ce qu'elle va me sortir. Code B199. Expertise psychiatrique du docteur Magali Baudon-Bruzel. Au moment des faits, Madame Eog présentait une intoxication aiguë à l'alcool et au crack. Elle se trouvait dans un état hallucinatoire et délirant. C'est dans ce contexte qu'elle a bousculé et poussé une jeune femme sur les rails du métro, une victime qui, selon elle, l'a gênée, puisqu'elle cherchait à fuir ses hallucinations et à ne pas les obéir. Elle dit « J'entendais des voix », elle disait de me suicider, elle disait « Tue-toi, tu es méchant », elle disait de tuer les bêtes qui marchaient sur moi, et la dame aussi. Elle me gênait. Elle avait rien à voir dans tout ça, la pauvre. La pauvre. La pauvre. La pauvre dame. Elle me le dit 3 fois. Je l'ai noté parce que c'est extrêmement peu fréquent que des auteurs disent des choses comme ça. Des mots de gentillesse comme ça. Je vois que j'ai noté que ses larmes coulent de son nez. C'est une fontaine de pleurs. Elle pleure tellement que, bon, voilà.
Et puis elle dit, je voulais parler au monsieur pour aider la dame. Donc ça, c'est une fois que la victime est tombée. Mais je vais attendre la police, j'aurais pu partir. Mais pour moi, j'étais responsable, j'avais besoin d'aller à l'hôpital. Et alors elle me renie comment c'était. Elle me dit, les voix disaient de tuer les bêtes. Quand je prends du crack, quand elle prend du crack, il y a des bêtes, les voix disent de tuer les bêtes. C'est pas une schizophrénie, c'est pas des voix qui lui parlent, comme dans les processus psychotiques schizophréniques. C'est une espèce de pensée d'elle-même. On comprend assez vite qu'elle a une estime d'elle-même catastrophique. Et les voix sont cette espèce de matérialisation psychique de ce vécu de soi-même. C'est d'ailleurs une très grande souffrance. Hein. C'est quelqu'un qui souffre énormément. Code B 132. Expertise psychologique de Catherine Legatu. La personnalité de Madame Ehog peut facilement basculer dans des symptômes psychotiques lorsque sa conscience est altérée par les drogues. Elle décrit un sentiment de persécution délirant. Il est difficile de savoir si ces hallucinations persistent sans les drogues. À ce moment-là, qu'est-ce que je vois ? Je vois quelqu'un qui n'a pas de maladie mentale. Donc c'est quelqu'un qui est bien situé dans la réalité, normalement. D'accord ? Mais qui, avec la défonce qu'elle s'est octroyée pendant toute sa vie, et notamment au moment des faits, elle est pour moi dans un processus psychotique aigu. C'est-à-dire qu'elle est dans un monde hallucinatoire et délirant, franc et complet, dans lequel elle n'a pas son libre arbitre. Elle bouscule et elle pousse intentionnellement la victime, mais qui l'a gênée parce qu'elle cherchait à fuir ses voix, à pas lui obéir, puisque les voix lui disent de se suicider. Et c'est assez embrouillé tout ça. Donc moi je dis, après au magistrat, qu'au moment des faits, elle a un discernement aboli. La psychiatre conclut qu'au moment des faits, le discernement de Gertrude Ehog était aboli. Ça signifie qu'il n'y aura pas de procès. Mais l'avocat de la jeune femme poussée sur les rails du métro demande une contre-expertise. Il y a 2 nouveaux experts qui sont désignés, Fares Edel, avocat de Gertrude Ehog. qui vont rencontrer Gertrude et qui vont avoir un avis différent puisqu'ils vont conclure non pas en l'abolition de son discernement, mais en l'altération de ce discernement, notamment en estimant que son discernement, l'état psychologique, psychiatrique dans lequel elle se trouvait à ce moment-là, était dépendant de la prise de toxiques qu'elle avait volontairement ingérée. Et donc sur la base de ce constat-là, estimer qu'on était plutôt dans une altération qu'une abolition. Et ça change beaucoup de choses. Code B 243. Expertise psychiatrique des docteurs Prosper et Zaguri. Gertrude Ehog avait de multiples expériences de son mode de réactivité agressif lié à l'alcool et aux drogues. Elle ne pouvait donc ignorer le risque auquel elle exposait les personnes qu'elle rencontrait. Elle admet clairement son agressivité. Si Gertrude Ehog s'en est rendue coupable, on retiendra au moment des faits un trouble psychique qui a altéré son discernement. Les docteurs Zaguri et Prosper ont estimé que l'état dans lequel elle se trouvait était la conséquence d'une prise de toxiques volontaire. Il se trouve que cette expertise intervient dans un temps proche des débats qui étaient déjà intervenus dans une affaire tristement célèbre qui est l'affaire Sarah Halimi, dans laquelle le docteur Zaguri avait déjà conclu à l'altération du discernement et que, manifestement, ce qu'on comprenait déjà dans cette première affaire, c'est que la prise de toxiques volontaire induit le fait que l'état psychotique qui en découle ne peut pas être considéré comme aboli puisqu'il découle de quelque chose qui est volontaire. C'est la grande différence que je perçois entre ces 2 expertises. Cette conclusion s'appliquerait également à Gertrude Ehog. Lorsque je repense à cette première rencontre qui est quelques heures après les faits qui lui sont reprochés, je reconstruis un puzzle dans lequel je comprends qu'au moment des faits, elle était ce que nous on appelle parfois rapidement dans un état psychotique. L'homme de la rue dit parfois bouffée délirante alors que ça n'est pas forcément le terme psychiatrique approprié, mais c'est à ça que ça ressemble. Et en fait, ça fait écho à quelque chose que l'on a déjà toutes et tous vu en prenant les transports en commun, de quelqu'un qui est sur un quai
de métro ou de RER et qui divague, qui nous paraît totalement insensé, qui parle tout seul, qui vocifère, qui est injurieux avec lui-même et avec les autres sans qu'on comprenne pourquoi. C'est comme ça, c'est en état de folie que l'ont perçu les gens qui se sont approchés d'elle ce jour-là, et c'est en état de folie que moi je l'ai perçue lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois. La dernière expertise psychiatrique conclut, à l'inverse de la première, que le discernement de Gertrude Haug n'était pas aboli. Et donc elle sera jugée. 3 ans après avoir poussé une femme sur les rails du métro, Gertrude Haug comparaît devant la cour d'assises de Paris pour tentative de meurtre. Premier moment fort du procès, la cour visionne les images de vidéosurveillance de la RATP. Et je me souviens très bien avoir entendu une des jurées au moment où, en quelques secondes, Gertrude va pousser cette jeune femme, une des jurées s'exclamait « Oh putain !» Fares Edel, avocat de Gertrude Haug. Et ça, c'est rare dans une cour d'assises, parce que les jurés sont tenus, on leur explique, ils sont tenus à une neutralité, une apparence d'impartialité. Et la violence de cette scène, qui ressortait dans ce « Oh putain !» me faisait très peur en tant qu'avocat, parce que je me disais, finalement, les jurés vont jamais passer outre. Madame Haug, veuillez vous lever, je vous prie. Qu'avez-vous à dire à la cour sur votre geste ? Je voulais demander pardon à la victime. J'ai honte de ce que j'ai fait. Et je voulais lire une lettre à l'attention de cette femme. Je lui ai fait trop mal. Et j'ai des choses à lui dire. Malheureusement, c'est quelque chose que je regrette, même si je le comprends. La victime n'était pas présente à l'audience. Elle était représentée par un avocat qui a expliqué les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas faire face à cette audience, qu'elle n'était pas prête, qu'elle était trop traumatisée par ce qui lui était arrivé. Et c'est quelque chose que j'ai regretté et que Gertrude également a regretté parce qu'elle avait des choses à lui dire. Elle avait préparé une lettre qu'elle voulait lui lire, lui présenter ses excuses pour le mal qu'elle lui avait fait. Et qu'elle considérait que elle l'avait traumatisée, qu'elle-même ayant subi des traumatismes, elle savait à quel point ces traumatismes pouvaient poursuivre quelqu'un et qu'elle le regrettait profondément. Elle avait des choses à lui dire, mais malheureusement, ça n'a pas pu intervenir durant l'audience. Madame, je voulais vous présenter mes excuses pour tout ce que j'ai fait, pour le drame que je vous ai causé, et les traumatismes psychologiques. J'espère qu'un jour, vous allez pouvoir reprendre une vie normale. Un jour. J'oublierai jamais ce que je vous ai fait, et j'espère qu'un jour, vous pourrez me pardonner. Elle est touchante parce qu'il y a des aspects d'altruisme. C'est quelqu'un qui est capable de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Docteur Magali Baudon-Bruzel, experte psychiatre. Elle n'est pas égocentrée sur « j'ai eu ça et j'ai été violée et c'est normal et j'en ai marre, la société fait rien pour moi et blablabla. Bla. Elle aurait pu se structurer de cette façon-là. Elle se structure autrement, alors avec plus de souffrance, parce que du coup, c'est toute sa faute à elle. Donc elle a dû intérioriser le viol, par exemple, de son père de manière catastrophique, en disant c'est ma faute. J'en suis persuadée, tout ça. Je ne l'ai pas fait parler de tout ça, mais j'en suis persuadée. Et elle a raison de dire qu'il lui faut une prise en charge psychiatrique, qu'il faut qu'elle parle et qu'il faut qu'elle ait un traitement. Elle a raison. Elle a besoin. Là, la prison l'aide parce que, d'abord, elle arrête de prendre des toxiques et de l'alcool, même s'il y a des joints qui circulent. Bon, moi, quand je l'ai vue, elle était objectivement pas du tout défoncée. Donc là, c'est arrêté. Son cerveau peut un peu refaire surface, si on peut dire. Et elle a besoin d'arriver à dénouer l'énorme nœud de sa trajectoire et de sa vie pour essayer d'un peu comprendre ce qui s'est passé. Elle a besoin de se reposer. Elle a besoin d'avoir une estime d'elle-même qui remonte. Mais ça, elle ne pourra le faire qu'en thérapie. Et elle a besoin de traitement. Code B 191. Expertise psychiatrique du docteur Magali Baudon-Bruzel.
L'addiction de Gertrude Haug au toxique et à l'alcool est curable. Elle doit faire l'objet d'une prise en charge addictologique spécialisée. Son trouble de personnalité est également réaménageable et notamment dans le cadre d'un suivi psychiatrique. Madame Haug est réadaptable si les prises en charge se pérennisent, notamment lorsqu'elle sera libérée. Gertrude est touchante aussi parce que on la sent animée d'un regard sur sa vie qui est effectivement entremêlé de désillusion, de rage contre son père dont elle estime qu'il est le premier responsable, contre elle-même puisqu'elle estime régulièrement qu'elle n'aurait pas dû dénoncer les viols infligés par son père. Aussi une rage contre ce qu'elle appelle parfois le système, qui est en fait précisément le système de prise en charge des mineurs. À l'époque, la DAS, ensuite l'ASE. Elle expliquera pendant la procédure avoir été prise en charge de foyer en foyer et de famille d'accueil en famille d'accueil par des gens qui n'étaient pas toujours intéressés par la comprendre. Elle est aussi en rage parce que elle estime que la justice ne l'a pas toujours traitée à la hauteur de ce qu'elle méritait. Par exemple, il se trouve que quand moi je la rencontre en 2019, elle est accusée, mais j'aurais pu la rencontrer un peu plus tôt en tant que victime, puisqu'elle avait dénoncé 1 an auparavant des faits de viol commis par un dealer de Subutex. Et ce viol, cette enquête va traîner sur le bureau d'officiers de police judiciaire débordés, mais qui vont s'abstenir de faire un acte d'investigation qui probablement aurait été fait pour un autre type de victime qu'elle, puisque jamais ne va être effectué un rapprochement ADN qui en fait est la base d'investigation qui aurait dû être conduite. Et donc tout ça va alimenter la rage de Gertrude contre son père, contre elle-même, contre celles et ceux qu'elle estime en partie responsables de sa situation actuelle. Code B 131. Expertise psychologique de Madame Catherine Légatu. Nous relevons chez Madame Haug une colère à l'égard des institutions dont le soin thérapeutique, social et médical lui aurait fait défaut. Elle nous indique « Si on m'avait aidé, je n'en serais pas là. Si j'avais vu des psychologues, si j'avais eu des traitements, je ne serais pas là où je suis. » La cour! Et on en vient du coup à la déposition de la mère de Gertrude, qui dépose en larmes et qui, dans un premier temps, ne peut pas regarder sa fille, qui elle-même ne la regarde pas. Il y a des questions qui vont être posées par les parties, par l'avocat général, par le président. Puis au fur et à mesure, elles vont se regarder. Elles vont pleurer l'une en face de l'autre. Et elles vont non pas se tomber dans les bras l'une de l'autre au moment de l'audience, mais se dire à chacune qu'elles s'aiment. Gertrude va être noyée par les larmes et va répéter comme une petite fille « Je t'aime maman, je t'aime maman, je t'aime maman ». Et là, après que la Cour a étudié l'ensemble du parcours de vie de Gertrude, quand vous regardez les jurés, vous voyez bien qu'il y en a plusieurs qui ont des larmes dans les yeux, qui probablement repensent peut-être à des choses qu'ils ou elles ont vécues, à leurs propres parents. Et je me dis, en tant qu'avocat, on a réussi à aller au-delà, grâce à cette déposition, grâce à ce moment d'humanité, aller au-delà de la violence de la scène. Je me souviens avoir terminé ma plaidoirie, elle avait les yeux baissés une fois de plus, en lui demandant de me regarder, contrairement à ce qui s'était passé lors de notre première rencontre, et en lui disant de lever les yeux et en demandant aux juges et aux jurés de constater qu'elle en était capable. Elle était capable de regarder vers le haut, elle était capable de regarder vers l'avenir. Et c'était ma première victoire, entre guillemets, pendant ce procès, c'est qu'elle l'a fait. Et je voulais clôturer ce procès par ce geste symbolique. Et je l'ai confié aux juges et aux jurés en leur demandant de prendre en compte le fait qu'elle était capable aussi de regarder devant et de regarder vers l'avenir et pas seulement vers son passé, même physiquement.
Le 11 mars 2022, la Cour d'assises de Paris condamne Gertrude Haug à 5 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre. Elle n'a retenu qu'une altération de son discernement. À sa sortie de prison, Gertrude Haug devra respecter un suivi psychologique pendant 5 ans. C'en est fini avec cette version Code B de On de la raconte. Vincent Deby a réalisé cette enquête, Guillaume Maury est son rédacteur en chef. Réalisation signée Guillaume Vassot. Retrouvez On de la raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.